Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 mars 2021. Alors aujourd'hui, ce soir, je vous lis la courte préface que Jean Val a écrite pour le livre de Naomi Levinson, Les chevaux de bois d'Amérique, publié chez Julliard en 1955. Jean Val, donc, courte présentation biographique de Jean Val. Il est né en 1888, il est mort en 1974, de confession juive mais sécularisée, prof à la Sorbonne de 1936 à 1967, sauf, on aura compris, pendant la période de l'occupation allemande, s'exile en 1942 aux États-Unis. Il est un spécialiste de Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Parménide. Il a influencé Lévinas et Sartre. C'est un poète également. Il a publié Poèmes à Montréal aux éditions de l'Arbre 1945, ouvrage que l'on retrouve un peu partout à des prix ridicules car ça n'intéresse pratiquement personne, sauf nous, le cabinet connecté de lecture. Alors, toujours aux États-Unis en 1942, il a fondé l'école libre des autres études à New York. Je note également qu'il a traduit les poèmes, il l'a fréquenté également, de Wallace Stevens. Et mes sources, Wikipédia, ce site participatif, encyclopédique, La Nouvelle Relève, septembre 1943, L'Amérique française, mars 1947, 1940-1948, Les éditeurs québécois et L'effort de guerre, et naturellement, voilà. Les deux revues mentionnées, on peut les retrouver sur le site de la BANQ. Mais je vais vous montrer deux revues dans lesquelles il a participé. La Nouvelle Relève, directeur Robert Charbonneau et Claude Urtubise, fondateur de la maison d'édition Urtubise, qui existe encore, sous le nom de HMH. Alors ici, on y trouve entre autres Jean Val, la poésie comme exercice spirituel. Jean Val encore dans le numéro de janvier 1945, La philosophie française en 1939. Et celui-ci, Jean Val, n'y figure pas, mais on y trouve entre autres le grand spécialiste de l'islam, Louis Gardet, et Marcel Raymond, qui a écrit Les derniers jours du frère Marie-Victorin. Alors ce soir donc, je vais vous lire la préface et de l'ouvrage de Naomi Levinson, une assez étonnante préface. Mais avant, je vais vous lire La poésie comme exercice spirituel de Jean Val. Exercice spirituel d'abord au sens étymologique du mot, exercice de souffle, de rythme, et son rythme sera passivité et activité, une passivité qui fait monter une activité. La poésie est aussi exercice spirituel en un sens plus profond. Elle est un exercice pour prendre conscience, parfois une infinitésimale conscience, d'un inconscient. Même Valérie ne le nierait pas, qui parle de ses premiers vers qui lui sont donnés, des rythmes qu'il surprend à l'origine de ses poèmes et des états intermédiaires entre la conscience et l'inconscience. Même Mallarmé, qui voit surgir de la page blanche des idées et une clarté sortie de la nuit, dit du mai. Et inversement, les surréalistes doivent bien savoir quelle part a chez eux la conscience. L'exercice aussi qui consiste à manipuler de mystérieuses façons le temps et l'espace. Condensant et allongeant le temps, le poète se fait un temps qui n'est plus le temps de tous les jours. Il isole un moment auquel il donne une durée propre,
incommensurable avec la durée ordinaire, à la fois plus longue et plus longue par ses résonances infinies, plus courte par son caractère d'extase et de rapt instantané. Parfois, cette manipulation se symbolise en des rapprochements étonnants, comme dans la poésie d'un Nerval, d'un Apollinaire, d'un Eliot. Cet instant isolé qui est celui des poètes est l'instant qui n'est plus isolé, mais qui brille et se condense une dualité, une pluralité, une multitude d'instants. Instants tels qu'ils n'existent plus en tant qu'instants. Et le poète se crée un espace à lui, espace infiniment proche, infiniment éloigné de cet espace vivant qui est celui de l'œuvre d'art, et que Rilke, s'inspirant des leçons de la sculpture, a su nous faire sentir. Un espace qui est tel qu'il n'existe plus en tant qu'espace. Dans ce temps et cet espace, qui sont à la fois si proches et si éloignés de nous, tout devient à la fois proche et éloigné. Le mystérieux est ici tout près, et l'ici tout près est mystérieux. Ces deux affirmations, dont l'une est celle de Coleridge et l'autre celle de Wordsworth, elles se rejoignent. L'un et l'autre le savaient bien, et Novalis, peut-être encore mieux qu'eux, prit conscience de l'identité de ces deux mouvements en apparence contradictoires. Toute œuvre est une opération, une expérience qui se fait. Ainsi, la question qu'un jeune poète me posait récemment, la poésie est-elle évasion ou est-elle approfondissement, perd son sens. Toute grande poésie n'est évasion qu'en apparence. Elle est évasion parce qu'elle est approfondissement. La poésie est la partie la plus haute du journal du poète. Elle est le journal de ses plus hauts moments. En ce sens, elle est critère, non pas de critère de valeur morale ou religieuse, mais critère d'intensité. À quoi aboutit le poème? Le poème est un long vocable unique, un nom qui nomme un état d'âme dans cette continuité. Le poète nomme son état d'âme, il se nomme, mais se nommant lui-même, il sait aussi qu'il n'est plus lui-même, qu'il est passé au-delà, il nomme quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de nom. Ainsi, il se crée, il est le poète de lui-même, se délivrant de ses démons, s'excusant, se consacrant. Ouais, se consacrant. Aujourd'hui, mercredi saint, je me faisais la réflexion. Je me faisais la réflexion suivante. Que la plus grande tâche des croyants, la question la plus importante des croyants, et je dirais même ceux qui ne croient pas, peuvent être interpellés par ce qui est la plus grande tâche des croyants, ce qui devrait être la plus grande préoccupation des croyants, qui est la liturgie. La liturgie, c'est ce qui se rapproche le plus de la poésie. On aura compris que n'importe qui serait pris un dimanche matin d'aller à l'église, eh bien, va être effaré et blessé tant dans sa foi, si jamais il a un tant soit peu la foi, que par sa sensibilité et son intelligence, tant que les rites sacramentels qui sont proposés, tant les rituels, les chants, les homélies, s'adressant au plus petit dénominateur commun, ne propose rien qui relève à la fois de la grandeur, de l'extase musicale, de l'approfondissement d'une parole. Tout est conçu pour être compris par le plus grand nombre et qui, on se demande en les observant,
tant la liturgie proposée est niaise quand elle n'est pas une insulte à l'intelligence. Alors, par contre, qui peut rester insensible à la messe en si mineur, par exemple, de Jean-Sébastien Bach, ou encore sa passion selon Saint Matthieu, qui dure plus de 3 heures, c'est-à-dire l'équivalent de ce que les exégètes bibliques jugeaient avoir été l'agonie du Christ en croix. Alors, et là, par contre, le sens du sacré, par ces grandes œuvres d'art, eh bien, nous fait pénétrer dans le mystère de la foi. Cependant, à l'inverse, la bêtise qu'on peut entendre, si par malheur nous allons nous déplacer à l'église un dimanche matin, est une bêtise qui est parfaitement accablante. Alors, cette question-là de la liturgie, évidemment, intéresse assez peu de gens. Et on pourrait même dire que, comme la poésie est d'une certaine manière la sœur jumelle de la liturgie, eh bien, d'une certaine manière, entendons-nous bien, on pourrait comprendre aussi qu'une certaine forme de poésie qui est assez populaire au Québec, qui est la poésie trash, une poésie de révolte, mais d'une révolte molle, d'une révolte... on retrouve des lieux communs, on retrouve, évidemment, essayer de créer une poésie qui s'apparenterait à la liturgie ou qui aurait des accointances avec le sacré, tel que le proposait Rina Lanier ou tel que le proposait il y a très peu de temps Jean-Marc Fréchette, poète catholique, ou, comme on l'a vu aussi dans une des innombrables vidéos que j'ai commises ces semaines dernières, Robert Marteau également, qui faisait une poésie chrétienne. Alors, cette poésie en ce mercredi saint, j'aurais envie évidemment est malmenée, et j'aurais envie de dire que nous vivons dans un temps liturgicide. Voilà, j'ai créé ce mot de liturgicide, c'est-à-dire que toute forme de parole s'apparentant au sacré, s'apparentant au mystère de l'existence, eh bien, cette parole-là, elle est combattue sans relâche par le bavardage, le blabla politique, les gangsters humoristes et tous ceux qui occupent l'espace médiatique en général, qui dans un continuum permanent, nous offrent une logorée vide de sens, nous offre une rumeur d'insignifiance. Et tout ça, c'est ce que j'appelle vivre dans un univers liturgicide, où il n'y a plus aucune parole digne de nous faire accéder soit à un autre niveau de conscience, ou encore une parole qui consacre. Alors, ce qui serait la parole consacrée, ce qui serait au fond peut-être la parole qui célèbre, ce qui serait au fond peut-être la dernière tâche impossible du poète. Alors, je vous lis donc la préface. Je vais vous rendre compte de ce petit roman. Peu de pages, j'entends par là. Et c'est son unique roman, Naomi Levinson, qui, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, la notice nécrologique du New York Times,
nous indique qu'elle serait morte là, en octobre 2020. C'est assez étonnant. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'elle a laissé des traces? Est-ce que le mystère reste entier? Un seul livre, Girl, traduit ici par les Chevaux de bois d'Amérique. Et bon, évidemment, on aura compris, Jean Val avait été assez proche de la mère de Levinson, assez proche de la mère Rachel Bespaloff. Alors, il nous dit là-dedans dans quelles circonstances et comment, plutôt, comment Bespaloff s'est offert la mort en consécration. Un grand hôtel. Rachel Bespaloff m'a invité. Sans doute est-ce Gabriel Marcel qui lui avait parlé de moi. Tout de suite séduit par cette beauté et cette grande intelligence. Parti de la rythmique pour aller vers la philosophie, celle de Chestov, celle d'Heidegger. Sa lettre à Lévi fut la première page française où le nom de Heidegger fut mentionné, je crois. Intensité, quelque chose d'entier et d'intact, une volonté de droiture à tout prix. Elle cherche à travers Malraux, Julien Green et bien d'autres encore, son moi dans sa relation intime avec l'absolu. Elle vit dans le Midi, princièrement presque, je m'imagine. Je la retrouve en 1940 à Marseille. D'abord son mari, puis elle. Sommes forcés de la hâter, de la bousculer un peu afin qu'elle prenne le bateau et qu'il quitte la France. Elle a tant de choses à emporter, toute une bibliothèque, un piano à queue. Elle ne pourrait vivre sans cela. Le bateau assez misérable nous emporte, les réfugiés. Je revois Rachel Bespaloff faisant le café pour sa famille le matin. Cela devait lui être très pénible. Ils sont sur le pont, le jour, la nuit. Sa fille circule entre les bancs, les chaises. C'est Miette. L'auteur de ce livre, animé, enjoué, parlant très vite. New York. Rachel Bespaloff est à la radio française, travaillant durement, élaborant des textes qu'elle ne veut pas indignes d'elle. Elle charme et éblouit les participants des rencontres de Mount Holyoke College. Nous réussissons, dis-je, à la retenir à Mount Holyoke. Admirable Amérique de 1942-1943. On donne des cours à cette rythmicienne, sans titre, dont tous ont reconnu la valeur. Elle étudie ferme, Molière, Pascal, Racine, révèle le classique alors que plusieurs de ses collègues hâtent trop tôt les élèves vers les tout modernes, Gide, Proust. Miette, Naomi. Est-ce la fille de Rachel? Peut-être plus que Rachel n'est la mère de Miette. Que dire du dévouement de cette fille? Sans elle, je ne serais rien, disait Rachel. Elle faisait tout dans la maison, le marché, peut-être la cuisine et la dactylographie pour sa mère, en plus de ses devoirs. Un jour vint où la solitude dans ce collège, pourtant hospitalier et amical, fut trop grande pour Rachel. Miette était étudiante à Harvard. Rachel ouvre le gaz, s'asphyxiant, elle et sa mère. Pour libérer qui? Pour se libérer? Avec l'assentiment, pensa-t-elle, de quelle puissance douce et consolatrice? Lisons son poème. Dieu qui n'en finissait plus de mourir, mais qui ressusciterait. Dieu qui n'est plus le Père, et qui n'est plus le Fils, et n'est plus l'Esprit. Dieu infiniment déserté, infiniment exilé, qui vous êtes dépouillé de tous les attributs de toute substance, et qui ne voulait plus de toute puissance, ni de l'omniscience. Dieu qui n'entrait plus dans nos images, et n'avait plus notre langage. Dieu sans masque ni visage,
Dieu qui n'habitez plus notre passé et n'ouvrez plus notre avenir, et ne transpercez plus notre présent. Dieu que nous avons séparé de notre bien, de notre beau, de notre vrai. Ô Dieu, qui ne ressemblez plus qu'à l'absolu de la mort, à vos pieds je me jette, Dieu absent, seul imploré, seul recherché, seul adoré. Comment ne pas l'admirer, ne pas l'aimer, ne pas lui en vouloir, mais très doucement de nous avoir laissés? Et sa fille, quelle destinée tragique, jeune orpheline, jeune veuve, assoiffée et affamée de tendresse, obstinée dans sa recherche du plaisir, et de l'autre, et de soi. Hic incipit. Ce roman se divise en 3 parties. La première, le début, nous ramène vers ces personnages que j'ai connus. Le père, la grand-mère, Rachel. La grand-mère, sa voix détestée, sa passion obstinée pour la politique, ses accusations constantes. Le père, gai d'abord, doué malheureusement pour ses affaires d'une imagination sans frein, d'une imagination de conteur. Rachel le laisse vivre à New York, tandis qu'accaparée par sa mère, elle s'installe à 4 heures de la capitale, dans le collège où elle enseigne, au ravissement de ses élèves et de miettes. Peu de passages plus tristes que celui où, dans un drugstore de New York, on le voit montrant la photo de sa femme si belle et si connue dans le monde des lettres, et de sa fille si intelligente. Pourquoi n'est-il pas avec elle? Se demandent ses compagnons d'un soir. Il aura donné tout, cette bibliothèque si riche, lui qui n'a pas un livre et vit dans une chambre à l'odeur fétide. Entre sa mère, la grand-mère et sa fille, Rachel a dû se sentir parfois seule, mais elle n'était pas orgueilleuse, comme la fleur inattendue, le lys destiné à être brisé dans cette suite de générations. Belle d'une beauté de princesse, si les princesses ont cette beauté princière. Elle était intelligence et âme. Elle pensait toujours avoir raison, et elle avait presque toujours raison, dit sa fille. D'une énergie bondissante et indomptée, elle n'avait guère de consolation que dans sa fille et les arbres. Parfois la fatigue s'emparait d'elle, une grande fatigue. Elle sentait la partie perdue. Elle voulait la paix. Maintenant, sa fidélité aux valeurs, à la tragédie classique, plus loin et plus haut à Jésus, plus loin encore à Sion, plus loin et plus près. Qui dira quelle part ont eu dans sa mort ces déchirements de pensée, en même temps que sa séparation d'avec son mari, physique, avec sa fille, psychique. Autour de la fille, nous voyons d'abord dans le roman l'atmosphère d'ennui et de détresse où elle vit, se sentant prisonnière prise au piège. Elle attend ses crises de désespoir. Il faut que quelque chose arrive. Et cela arrivera parce que cela doit arriver. Cette fatalité, cet esprit de la tragédie que sa mère étudiait et vivait, elle l'a vécu. Est-ce possible que celle que j'ai connue si joyeuse sur ce bateau qui nous menait vers l'Afrique, puis l'Amérique? Ils avaient raison de dire que j'étais monstrueusement égoïste. Est-ce possible que ce soit la même que j'ai connu tout le dévouement? Tout ce que je faisais était toujours mal. Bientôt, elle s'attache avec obstination à savoir si elle est aimée. Aimez-moi. Cela accompagné par une voix, personne ne m'aime. Cette volonté d'obtenir, accompagnée de la conscience du nécessaire échec, c'est tout le roman, ou une grande partie du roman. Parfois, cette dureté est plus que dureté, par exemple, quand elle dit à Jordan « c'est fait ». À partir d'un certain moment, elle n'est plus qu'une attente de la tragédie. Lucide, elle veut que les autres le soient aussi.
Elle ne veut pas seulement obtenir, elle veut faire découvrir. Et cela continua ainsi. Jordan restant à la maison, téléphonant, la voix débordante de chagrin. Elle observe désemparée et désemparant les autres. Nous avons empiété sur la deuxième partie. Il faut passer par le deuxième. C'est flashback. C'est ici défilent devant le regard passionné et ironique de l'auteur les couples. Elle voudrait tous les couples possibles. Catherine et Philippe, Leeds et Sandra, où on revoit transposer le père, la grand-mère, la mère et elle. Lucie, Elizabeth et William, préfigurant le couple Jordan et William de la dernière partie. Peter et Peggy Lou, Jacques Landstrom et Sylvie, et Jim et Mira, deuxième esquisse du couple final. Il y a le vieux marié, le mari, l'époux. C'est une algèbre de l'amour. Toutes les combinaisons et permutations sont essayées, et le développement de l'homosexualité et de la psychanalyse y aide. Homme et homme, homme et femme, femme et femme, laide et belle, faible et forte, et même finalement un des facteurs peut être égal à 0. Si seulement, se disait-il, on pouvait ne pas faire du tout attention à elle, faire l'amour avec elle dans un état de distraction totale, on ne les verrait pas, on ne les sentirait pas, on ne les entendrait pas. Quelques réflexions glanées sur cette deuxième partie du roman. Ce que nous avons éprouvé est le sentiment étiqueté jalousie. Ce qu'elles ne savent pas ne les blesse pas. L'adultère, c'est le besoin d'être marié plus que l'on ne l'est en fait. La recherche passionnée et l'indifférence s'unissent. L'une regardant l'autre dans les yeux. Nous voici préparés pour la dernière histoire, la mise en présence de ces deux hommes du désert et de ces deux femmes de l'oasis. Patty, l'auteur qui est tantôt je et tantôt elle, comme une figure de Picasso, si la face était le je et le profil le elle. Mark, William et Jordan, les deux hommes se combattent et s'aiment. Jordan, c'est le contraire de Patty. C'est la patience rayonnante, inaccessible, sans mystère, au moins en apparence. Car Patty découvre et veut lui faire découvrir à elle-même qu'il n'y a en elle ni pureté, ni douceur, ni calme, et ce cocon de calme qu'elle filait devient cocon de souffrance. Chacun finit par avoir une double vie, l'une devant Jordan, l'autre en dehors de la présence de Jordan. Mes questions, cela ne pourrait-il se dire aussi bien pour les trois autres? Cela apparaît néanmoins aux yeux de Patty comme le triomphe de Jordan. Triomphe apparent et momentané de Patty. De sorte que plus tard le soir, elle se trouva couchée entre eux sur le grand lit, et ils firent l'amour avec elle, chacun son tour. Cette première fois, elle n'eut aucune préférence, aucun désir de distinguer ou d'honorer. Elle appartenait à tous les deux et les aimait tous les deux. C'était le jour de naissance, et elle tournait son ventre vers l'un et vers l'autre, dans une frénésie d'excitation et de foi, pleine d'un excessif besoin d'être prise. C'est bien Patty. Je veux que tous les maris soient mes amants et que toutes les femmes viennent et vivent dans ma maison. Petite, grande déesse. Mais vous voulez tout, ou si vous perdiez tout, personne n'en est ennuyé pour vous, parce que tous se rappellent que vous les avez rendus malheureux quand vous le pouviez. Ils se rappellent que vous profitiez d'eux, mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne peuvent savoir, ce qu'ils ne peuvent deviner, parce que ça paraît trop extraordinaire et trop extravagant, c'est que vous n'étiez pas très heureuse, même à l'époque.
William ne venait pas très souvent, et quand il venait, il n'aimait pas beaucoup, en tout cas. Est-ce que le malheur s'explique parce que l'amour ni la jalousie n'ont été suffisants? Jordan était jalouse, mais pas suffisamment pour s'en aller. J'étais amoureuse, mais pas suffisamment. William me désirait, mais pas suffisamment. Patty essaie de mettre dans le quotidien les minutes exaltantes de l'aventure. Un esprit orgiaque l'anime. Elle est à la recherche d'une nouvelle morale de l'amour. Mais finalement, c'est le calme et la patience de Jordan qui triomphent. Jordan, c'est une certaine ordonnance du mouvement et de l'espace à l'intérieur d'un foyer, une prise de possession intime de l'espace, une façon d'habiter la maison, une présence. Patty est trop affamée et assoiffée. Elle ne sera heureuse ni avec Marc, ni avec William, ni avec les survivants vers lesquels, à la fin du roman, elle se hâte. Laquelle des deux métaphores préférons-nous? Celle du collier ou celle du chariot? Il m'avait rendu le collier alors que je ne pensais jamais le revoir. Mais non, Patty ne peut déchiffrer ce qui se passe dans Jordan. Et plus que les autres, c'est Jordan qui lui importe. C'est Jordan qui semble triompher. Comment se fait-il que tout lui soit donné? Mais, mon Dieu, je ne hais même pas Jordan. Que veut-elle sauf un peu de plaisir, exactement comme moi? Ce qu'elle veut, Patty, c'est la fièvre, la brûlure autour du torse, le nouvel époux. Hélas, moi changé, moi qu'on aime, elle a voulu l'impossible et remonte sur les vieux chevaux de bois. L'amour est à réinventer. Jean Val. Naomi Levinson, Les chevaux de bois d'Amérique. Alors vous avez compris par cette préface que ce n'est pas que des amours triangulaires. C'est un enchevêtrement de désirs où on pourrait deviner d'une certaine manière certaines conceptions de lacanienne. On pourrait aussi entendre d'une certaine manière René Girard, les rivalités mimétiques, vouloir le désir de l'autre. Ce qui nous pulse, c'est de s'accaparer du désir de l'autre. Mais au fond, derrière cette passion première, presque primitive, il y a peu de choses derrière. Alors, je vais vous en rendre compte, ça m'apparaît assez hardi. Publié aux États-Unis dans la première mouture, ça m'apparaît assez hardi, assez audacieux. On imagine ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas si vous avez compris la même chose que moi, c'est que Rachel Bespalov se serait enlevé la vie avec sa propre mère. Et que son mari eh bien, aurait été impuissant à la sauver du naufrage de son esprit. Et on l'imagine seule dans une petite chambre, parfaitement désemparée, pendant que l'Europe, elle, est à feu et à sang. Alors, évidemment, quand on entend aussi cette recherche et cette quête de l'absolu, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, comment je retrouve assez peu chez mes contemporains cette soif d'absolu. Hein? La double vue là, que donne la mort, hein? Selon Dostoïevski, cette capacité à
aller vers l'essentiel, non pas en tout temps parce qu'on n'habite pas l'absolu, on ne loge pas dans l'absolu, mais on ne loge pas non plus 24 heures sur 24 entre nos murs. Nous ne sommes pas qu'exclusivement des créatures existentielles, et l'organisation domestique de l'existence n'est pas que notre seul but. Et pourtant, ce qu'on observe autour de nous, et assez souvent chez soi également, c'est cette obsession-là du confort domestique, à être bien. D'ailleurs, elle dit, Rachel Bespaloff, elle gourmande, elle morigène son ami Gabriel Marcel, disant qu'au fond, il est trop bien, Gabriel Marcel. Il a une maison confortable, des murs tapissés de livres, et que tout ça, d'une certaine manière, tout ce confort, tout ce bien-être, l'empêche d'aller à l'essentiel. Il n'est pas doté de cette deuxième paire d'yeux. Et une fois qu'on est doté de cette paire d'yeux, alors là, il faut naviguer aussi prudemment. Ne pas trop attirer l'attention sur soi. Bon, ici, on est entre nous, alors ça ne sera pas trop difficile. Et vu nous sommes entre nous, quoi. Eh bien, faut trouver le moyen de se préserver et de préserver ce qui a du prix à nos yeux, c'est-à-dire la rencontre avec l'absolu. Cet absolu-là qui est partout, qui est palpable même, dans certains cas. Alors voilà, j'ai trouvé le moyen d'inventer un mot aujourd'hui. Alors ça, c'est sans doute mon petit côté Derrida. Je crée des mots valises. Alors vivre dans un monde liturgicide, hein, qui détruit toute forme de célébration des mystères de l'existence. Pour ne pas en dire davantage, c'est bien suffisant. Pas besoin de parler de Dieu dans ce temps-là. Alors, c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Merci et bonne nuit. À demain. Demain, jeudi saint.